Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session qui porte sur le capital investissement, une réussite française. Alors je suis Donia Trabelsi, enseignant-chercheur en finance à l'Institut Mi-Télécom Business School et autour de cette table, donc, je vais les présenter un à un, comme ça on évite de représenter au fur et à mesure. Donc on a Bertrand Rambaud qui est président de France Invest, Benjamin Le Pen de Ven, professeur associé à Audencia, Nicolas Grangier de la Direction générale de l'armement, ministère des Armées, Laurent Bach, professeur à l'ESSEC, et Pascal Lagarde, directeur exécutif en charge de l'international, de la stratégie, des études et du développement à BPI France. Donc, je vais débuter cette session par une petite présentation ou plutôt définition du capital investissement. Donc, qu'est-ce que c'est que le capital investissement? En fait, ce qu'on appelle aussi private equity en anglais, en fait, c'est un financement en fonds propres pour destiné à des entreprises non cotées. Donc, c'est une prise de participation au capital. Et ces entreprises, généralement, ils ont un fort potentiel de croissance et de rendement par la suite. Et on appelle ces fonds-là, ou ce mode d'investissement, comme étant un capital patient, parce que la durée est limitée, mais elle est assez longue, donc de 5 à 7 ans en général. Alors le financement, bien sûr, il peut couvrir différentes phases de croissance de l'entreprise, du démarrage, donc de la création de l'entreprise, jusqu'à la reprise ou la transmission par la suite. Alors le capital risqueur ou le capital investisseur en termes général, il est qualifié d'actif. Donc il a un rôle très actif dans le sens où il accompagne l'entreprise tout au long de sa période d'investissement, mais aussi il lui donne aussi des conseils et il ouvre son carnet d'adresses. Donc du coup il accompagne vraiment, il s'implique vraiment dans le management de l'entreprise. Et son but c'est vraiment de faire croître cette entreprise-là pour qu'elle crée de la valeur par la suite. Alors c'est un mode de financement qui est très très prisé par les startups. On reviendra dessus tout à l'heure avec des intervenants, parce qu'ils ont des difficultés d'accès aux autres moyens de financement plus classiques, comme par exemple le crédit bancaire. Alors j'ai schématisé ici les relations tripartites qui peuvent exister entre les différentes parties prenantes. Donc au cœur de la relation, on a bien évidemment la société de capital investissement. Donc la société de capital investissement, elle lève des fonds auprès d'autres investisseurs, comme par exemple les investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance par exemple, ou des personnes physiques ou des family office, afin d'investir dans des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Donc là, on a ce système on verse des fonds, mais on récupère aussi une participation dans le capital de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs raisons qui poussent les investisseurs finaux, en quelque sorte, à investir dans les sociétés de capital investissement, et donc notamment des politiques fiscales, la diversification du portefeuille et la performance qui est plus élevée que les autres actifs, classes d'actifs que nous pouvons avoir. Alors, l'une des phases les plus importantes également, c'est la sortie du capital, parce que il faut dire que la principale rémunération du capital investisseur, vient justement de la revente de sa participation. Donc, il y a plusieurs moyens de sortie, notamment l'entreprise soutenue peut racheter les parts du capital investisseur. Il peut y avoir aussi une acquisition par un industriel, par exemple, ou une introduction en bourse qui est beaucoup plus rare, mais qui rapporte aussi également beaucoup d'argent. Donc en termes historiques, donc c'est une pratique qui n'est pas du tout récente, loin de là. Donc là, j'ai pris le 15e siècle, mais on peut remonter encore plus loin. Donc là, avec les navigateurs, donc Christophe Colomb et Vasco de Gama, donc là qui ont été vraiment les premiers, les premiers à avoir bénéficié du financement des personnes fortunées, à qui ils doivent justement leurs expéditions, parce qu'ils ont levé des fonds et dans le but de faire des voyages et ramener de l'or et les épices des pays qu'ils ont visités. Bon, bien sûr, beaucoup plus récemment ou actuellement, là vous avez peut-être, pour les jeunes qui sont derrière, Facebook, donc qui a levé des fonds au travers des VC, donc Venture Capital, mais il y en a une multitude d'exemples, on reviendra dessus avec les différents intervenants par la suite. Alors, dans la chaîne de financement, on peut situer le private equity ou le venture capital à ce stade-là, donc ce que j'ai représenté en rouge ici.
Donc en fait, il vient généralement après ce qu'on appelle les 3 F, donc Family, Friends and Fools, donc la famille, les amis et la foule. Donc ça vient naturellement après le crowdfunding ou les business angels. Donc ça leur donne plus de... Donc s'ils ont levé des fonds éventuellement via ces modes de financement-là, ça donnerait peut-être plus de crédibilité pour qu'ils aient accès au financement par capital investissement. Pas. Donc du coup, après, il y aura d'autres moyens de financement en fonction des fonds propres qu'ils ont justement, avec la dette bancaire et l'introduction en bourse éventuellement, si l'entreprise est beaucoup plus viable et elle a plus de background. Donc là, globalement, c'est là où on le situe, mais bien évidemment, ça intervient à toute stade de vie de l'entreprise, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de la création jusqu'à la transmission éventuellement. Donc, en termes de chiffres, donc là, pour situer les montants, en quelque sorte, de levée de fonds et d'investissement, donc en termes de levée de fonds, donc on voit que malgré les crises qui sont passées par là, donc les subprimes, la crise euro ou même le Covid, il y a une progression quand même assez importante des montants levés via les fonds d'investissement, donc une croissance qui est assez quand même marquée à partir de 2016. Et en termes pareil, donc là, ces montants-là, on voit que certains montants sont levés, sont supérieurs à 1 milliard, d'autres sont inférieurs à 1 milliard, mais globalement, en fait, c'est vraiment une progression assez spectaculaire du marché français pour les levées de fonds. Et pareil pour les investissements, donc on voit que ça continue quand même, donc en moyenne depuis 2017, entre 2017 et 2022, il y a eu une augmentation de 12% en moyenne des fonds, des montants investis par les sociétés de capital investissement françaises. Donc, bien évidemment, les sociétés de capital investissement investissent en France, mais aussi à l'étranger également. Donc, et en termes d'entreprises soutenues, donc là, pareil, il y a une progression et on arrive même à dépasser le nombre d'opérations qui a eu en fait pré-Covid. Donc c'est vraiment une tendance assez croissante en fait. Donc, où se situe la France par rapport à l'Europe ou l'Union européenne? Donc là, tout simplement, on est leader. Donc là, c'est une industrie qui est assez mature, qui date depuis plus d'une quarantaine d'années. Les entreprises françaises soutenues, les entreprises soutenues sont de l'ordre de 9200 à peu près. France, 8000. Okay. En France, donc 8000 en France, et donc du coup, il y a vraiment une forte dominante en fait pour le marché français ou le capital investissement français. Et donc là, justement, je me retourne vers Bertrand Rambaud qui va nous expliquer un petit peu cette croissance-là du marché français, et éventuellement, il fait le lien avec l'Europe par la suite. Merci. Donia, vous avez tout dit, hein. Pour quelqu'un qui découvre ce métier, bravo. Non, ce que je voudrais peut-être juste rajouter sur le métier, sur les spécificités de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on investit en France à peu près 50 milliards d'euros par an dans les entreprises. Donc, c'est une vraie industrie qui s'est effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup développée. Bien sûr, il y a l'innovation et le venture capital. Je crois que Pascal Lagarde en parlera. Il y a aussi un grand pan d'activité qui est le financement classique des entreprises familiales, car le gros de notre industrie investit dans les sociétés, les PME, les ETI implantées dans nos bons territoires français. D'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes est, après l'Île-de-France, bien sûr, mais la première région française en termes de taille d'entreprise financée par notre industrie, en termes de volume investi. Voilà, donc c'est une région, on le sait, très dynamique sur le plan économique. Et donc du capital investissement. Je rajouterais juste au-delà du venture que de plus en plus, c'est vraiment une industrie qui s'est segmentée. Donc en fait, historiquement, c'était que des opérations minoritaires, et puis progressivement, on est devenu majoritaire. On s'est développé aussi dans le domaine, plein de secteurs. Au début, il n'y avait que quelques secteurs de l'économie qui étaient adressés. Aujourd'hui, je dirais quasiment tous les secteurs économiques peuvent être financés par le capital ou le private equity de façon minoritaire ou majoritaire. Donc il y a vraiment un éventail d'offres extrêmement important.
Il y a beaucoup d'acteurs en France, hein, il y a 400 sociétés de gestion, donc il y a 400 équipes sur le marché français qui gèrent des fonds et qui justement accompagnent les entreprises dans leur développement ou leur transmission, parce qu'il y a un gros marché de la transmission, et beaucoup dans les territoires. Alors pourquoi on est meilleur pourquoi la France, et c'est important de le dire, il faut être fier de ça, est la première industrie européenne. Alors on ne met pas UK, parce qu'ils nous ont un peu quittés, parce que si on mettait les Anglais, ils sont quand même devant nous. Mais bon, on va rester sur l'Europe continentale. Pourquoi? Bon, pour plein de raisons. D'abord, on a un tissu remarquable d'entreprises, on a des gens très entrepreneurs dans ce pays, et il y a des jeunes ici, et la jeunesse est de plus en plus attirée par l'entrepreneuriat pour financer pour créer des sociétés. Donc pour ça, il faut trouver des capitaux. Donc il y a une très très belle dynamique. On est aussi quand même en France dans une économie assez financiarisée. On ne le dit pas souvent, mais c'est une réalité. Beaucoup plus que l'Allemagne, par exemple. Beaucoup plus que l'Italie, beaucoup plus que l'Espagne. Donc quand on dit qu'on est le premier marché européen, on le voit là, mais c'est de très très loin. Et c'est aussi des phénomènes un peu culturels. Hein, le capital est plus liquide, plus flexible dans notre pays. L'information financière est très pure, très transparente. Enfin voilà, donc il faut être fier de ça parce qu'on dit on se gratte souvent les plaies en France, mais on a une très très belle industrie ici. Et puis, et je dis pas ça parce que Pascal Lagarde, membre du COMEX de BPI France est là, mais on a eu aussi une immense chance en France, c'est d'avoir des très belles initiatives publiques. Et notamment BPI France a été créé il y a quelques années et a impulsé une dynamique dans le financement de fonds, dans la dimension entrepreneuriale, et voilà, a vraiment poussé cette industrie. Et après, il y a beaucoup d'investisseurs évidemment qui ont suivi ça. Et donc, il y a un super écosystème en France pour ce métier. Voilà. Alors, juste pour terminer, vous avez montré beaucoup de chiffres de croissance. Mais entre nous, ça, c'est un petit peu derrière nous quand même. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a connu une croissance exceptionnelle jusqu'en 2022 de fonds gérés, d'activités. Pour une raison, alors il y a plein de raisons, mais je vais surtout insister sur une raison, c'est que vous le savez, on a vécu dans des taux d'intérêt très très bas, négatifs. Et donc évidemment, il y a eu un appel d'air pour nos métiers, il y a eu un appel d'air pour le capital. Bon, vous savez ce qui se passe depuis quelques mois, on est reparti dans l'autre sens. Et donc évidemment, notre industrie n'est plus dans cette même dynamique. Il y a un retrait actuellement assez significatif des levées de fonds, des opérations, moins 30, moins 40, donc c'est quand même pas rien. Hein. Mais c'est des retraits, à mes yeux, ce sont des corrections qui étaient aussi nécessaires. C'est des corrections sur les valeurs, c'est des corrections sur la dynamique. Je pense, et je m'arrêterai là, c'est promis, que la dynamique de ce marché, qui est un marché moyen terme, vous l'avez dit, elle est parfaitement là. Il faut financer les entreprises, il y a la transition énergétique, il y a du digital, il y a des besoins colossaux, il y a des transmissions importantes à mener. Et puis, la dette devient chère, les taux d'intérêt réels vont devenir positifs. Donc aujourd'hui, pour se financer, il faut plutôt le faire avec du cash, du bon capital, des bons fonds propres, un peu de dette, bien sûr, mais pas trop, parce que la dette, dans les frais financiers, ça coûte cher. Et on avait oublié que ça pouvait coûter cher. Et il y a beaucoup de moins de 35 ans dans cette salle. Vous avez connu que les taux à zéro, mais nous, on a connu les taux plus élevés et on revient à des taux plus élevés. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Laurent Bach, quels sont les intérêts et les limites côté entreprise du financement par les sociétés de capital investissement? Alors, je vous remercie de cette invitation. Donc, moi, je vais regarder ça avec mes lunettes de professeur de finance, donc avec ses avantages et ses inconvénients, détaillant les avantages et les inconvénients du capital risque. Alors d'abord, il faut quand même se rappeler que quand on regarde l'investissement agrégé de nos entreprises, et c'est ce qu'on voit là, hein, c'est la part de l'investissement agrégé de nos entreprises en France sur 20 ans. Hein, vous voyez que quand même la plupart des entreprises se financent par leurs propres fonds propres. Hein, c'est de l'autofinancement. Hein, il faut s'en rappeler, 80%, 90% du financement de notre économie, c'est d'abord les profits faits par le passé. Hein. Ensuite, c'est pas le financement en fonds propres extérieurs, c'est l'emprunt. Donc en fait, le financement en fonds propres externes, en agrégé, il ne semble pas représenter une grosse partie du financement de l'économie. Hein, et en fait, le financement par fonds propres externes, celui qu'on mentionne aujourd'hui, les fonds propres, l'appel à l'épargne publique sous forme d'actions, il sert pour certaines étapes
pour lesquels ces modes de financement typiques, l'autofinancement et l'emprunt, sont assez inappropriés. Donc la première étape, c'est l'étape de la création. Et pas n'importe quelle création. Il y a beaucoup de créations d'entreprises qui peuvent se faire très bien avec de l'emprunt bancaire. Si vous avez par exemple beaucoup d'entrepôts, si vous avez beaucoup d'immobilier dans votre entreprise, vous allez pouvoir le mettre sous forme de collatéral auprès de votre banque. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir créer votre entreprise avec de l'emprunt. Mais en revanche, si vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup d'intensité technologique, et c'est ce qu'on voit dans ce graphique, donc c'est l'impact de l'intensité technologique de votre secteur sur la proportion de votre financement qui vient des banques. Et on voit que ça tombe à zéro dès que ça devient très technologique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces actifs technologiques, ils sont très difficiles à mettre sous forme de collatéral. Une banque, elle ne sait pas quoi faire d'une start-up lorsque la start-up a failli. Donc, c'est très difficile en fait de se financer de manière bancaire lorsqu'on est très techno. La deuxième chose, la deuxième étape qui est difficile à financer par l'autofinancement, et c'est un peu par définition, c'est lorsque la première personne qui a monté la boîte veut la vendre. Par définition, il ne peut pas autofinancer son départ. Il doit trouver quelqu'un qui est susceptible d'acheter ses parts. Pile à un moment où, ce qu'on voit là, l'entreprise va prendre un sacré tir parce que la personne qui l'a fondée va partir. Et ça, c'est pas très bon pour les résultats de l'entreprise pendant un certain temps, en particulier lorsqu'il n'y a pas beaucoup de repreneurs sur le marché, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui sont susceptibles de le reprendre. Donc il y a un problème aussi de capital humain donc autour des transmissions. Et en fait, on manque à la fois du financement pour racheter ces grosses parts et du personnel pour reprendre l'entreprise. Enfin, la dernière situation difficile, c'est une situation qu'on trouve notamment en période de récession, c'est toutes les entreprises qui sont en réalité de bonnes entreprises, mais en difficulté financière, proches de la banqueroute, en procédure de sauvegarde, dans lesquelles évidemment il y a un problème de repreneur. Il faut trouver, en général, la personne qui a failli ne va pas pouvoir reprendre l'entreprise. Les banques, encore une fois, ne veulent pas s'en occuper. Et donc, il faut trouver des repreneurs sur un secteur très particulier, souvent un actif très spécifique. Et on peut montrer ici, c'est ce qu'on montre aux États-Unis, c'est ce qui a été montré aux États-Unis, c'est que lorsque, du coup, on liquide des entreprises en difficulté, plutôt que d'essayer de les continuer sous un autre format de capital, il y a une perte en emploi, il y a une perte de savoir-faire, une perte importante. En gros, on n'arrive pas, par exemple, à réutiliser les actifs autant lorsqu'on les liquide un peu de manière bête et méchante, plutôt qu'à essayer de renouveler l'entreprise, de la continuer sous un nouveau format capitalistique. Donc en fait, je parle de ces trois situations, donc retournement, transmission, création. Ça paraît pas important parce que ça représente en agrégé assez peu, mais en fait, lorsqu'on regarde les entreprises qui ont eu le plus de succès ces dernières années, celles qui ont la plus grosse capitalisation, on s'aperçoit qu'elles sont à la fois souvent très jeunes, donc évidemment Apple est assez vieux, mais si on pense à Tesla ou même Google, c'est des entreprises assez jeunes, et elles ont été financées de manière externe très très vite. Donc ça veut dire qu'en fait, ce financement externe rapide, il arrive à identifier assez rapidement les modèles les plus productifs et à essayer de les faire se développer. Et aussi pour la transmission, à essayer de reprendre les diamants de notre économie qui autrement pourraient disparaître un peu bêtement. Et c'est la première chose, productivité. La deuxième chose, et c'est quelque chose que peut-être on oublie un peu, si en fait on n'arrive pas à transmettre le capital à l'extérieur, si on est obligé de monter son entreprise tout seul, en fait on est dans une entreprise où les patrimoines professionnels sont très peu diversifiés. En fait, ça veut dire que lorsque vous avez une entreprise, vous regardez le tissu entrepreneurial, tous les gens qui les possèdent n'ont qu'une seule entreprise dans leur portefeuille. Et quel est le résultat de ça ? Une économie qui est sous-diversifiée, c'est une économie qui fabrique beaucoup d'inégalités. La raison est simple, c'est si vous êtes très peu diversifié, si vous avez de la chance, vous montez au plafond, et si vous n'avez pas de chance, vous descendez très vite. Et donc ça a été montré, il y a des calibrations qui ont été faites par des économistes dans des très bonnes revues qui montrent que si en fait le patrimoine professionnel était diversifié de manière plus rapide, les inégalités, particulièrement en haut de la distribution, seraient significativement plus basses. Les inégalités de richesse qu'on observe aujourd'hui, elles sont notamment liées à des patrimoines dynastiques, entrepreneuriaux, qui ont eu de la chance. C'est quand même important de le montrer. Et donc, si en fait ces patrimoines s'étaient diversifiés plus rapidement, avaient fait appel à de l'épargne
plus diversifiée du grand public, on aurait eu moins de dynasties très inégales. Donc, qu'est-ce qu'apporte le capital investissement dans ces conditions? Donc, ça a été déjà dit. Donc, déjà, il y a le ciblage sur ces étapes. Donc là, je montre quelques statistiques sur les États-Unis, qui est un peu l'endroit, ou un peu, on va dire, l'idéal type de ce dispositif, pour le capital risque en tout cas. Donc, c'est des entreprises jeunes. C'est une gestion très spécialisée, parce que, comme je l'ai dit, le problème, ce n'est pas juste un problème de financement, c'est aussi un problème de dirigeants, de direction, de capital humain, d'expertise. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un gestionnaire qui s'occupe de 15 entreprises différentes. Donc, vous avez un ratio de start-up financées, de nouvelles start-up sur le nombre de fonds qui est assez bas par rapport à, par exemple, un fonds type BlackRock. Enfin, voilà, vous voulez éviter la faillite avec des rendements fixes importants, et à la fois, vous voulez donner des incitations au succès à l'entrepreneur, et donc vous voulez mettre en place des financements hybrides, pas juste actions pour enlever trop de liberté à l'actionnaire, mais pas non plus trop fixe, dette, auquel cas le risque de faillite serait trop important. Donc beaucoup de financement hybride, beaucoup d'ingénierie financière qui est impliquée dans ces dispositifs. Et enfin, pour que tout ça marche, il faut un droit de contrôle important accordé au VC pour que l'expertise du fonds soit mise en œuvre, pour qu'elle ait un impact sur l'entrepreneur, pour qu'elle ait un impact sur l'entreprise. On ne peut pas se contenter d'avoir 5% du capital. Il faut avoir peut-être légèrement plus, voire largement plus, pour souvent avoir, comme on le voit aux États-Unis au début des années 2000, 38% des entreprises financées au premier tour étaient, dès ce tour, contrôlées par le fonds VC. Donc, il y a deux limites à ce dispositif. C'est un dispositif où les gestionnaires sont très, très incités. Et ça peut être une bonne chose, parce qu'évidemment, ça les incite à bien sélectionner, à faire l'effort de contrôler ce qui se passe. Mais aussi, il y a évidemment sur certains secteurs et dans certains domaines où en réalité la performance se mesure mal, peut-être l'incitation à maximiser un peu trop vite le profit monétaire. Et là, il y a des études qui ont été faites, par exemple, aux États-Unis sur le cas des EHPAD repris par des fonds de capital transmission, des fonds de private equity. Et ce qu'on voit là, c'est que vous avez une croissance, l'admission de résidents en EHPAD augmente après l'arrivée du fonds de private equity dans l'EHPAD, mais il y a aussi une augmentation très forte des intérêts. C'est un peu mécanique parce qu'il y a beaucoup de dettes. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'impôts sur les sociétés en moins. Mais surtout, la qualité des soins audités diminue. Pourquoi c'est un problème dans certaines industries? C'est un problème lorsque, d'une certaine manière, la performance est difficile à mesurer. Les conséquences d'une mauvaise performance ne sont pas susceptibles de poursuites simples et faciles à mettre en œuvre. Dans tous ces cas-là, ce qui concerne la pollution aussi, ça peut être un souci, il peut y avoir un problème à avoir des gestionnaires particulièrement incités. Et donc, ce n'est pas une recette à mettre entre toutes les mains, entre toutes les industries de ce fait. Enfin, il y a un problème, ça a déjà été mentionné, ce dispositif ne peut pas se répandre dans l'économie tout entière pour des raisons simples. C'est que il se substituerait à ce moment-là à d'autres formes de financement de type émission en bourse. Et c'est ce qui s'est passé de fait aux États-Unis sur les 20 dernières années. Lorsqu'on regarde l'évolution des modes d'émission d'actions en dollars aux États-Unis, on voit que le poids des introductions en bourse dans le financement des entreprises a largement diminué au profit d'émissions en capital risque, mais pas n'importe quel capital risque. Ce n'est pas le capital risque initial dans la jeunesse de l'entreprise. Il y a eu une augmentation de la durée de la relation entre les fonds en capital risque et les entreprises, qui fait que la substitution s'est surtout opérée avec les financements tardifs. Quel est le risque de ça? C'est le risque d'arrêter de cibler autant des jeunes entreprises. C'est le risque aussi de couper court à cette spécialisation qui était un peu l'actif principal du capital risque. C'est aussi, en période de liquidité importante, la tentation peut-être de faire moins appel à des dispositifs financiers complexes, hybrides, action-dette, et enfin moins de droits de contrôle et moins de contrôle des entreprises, puisque lorsqu'il y a beaucoup de liquidités, pour le même nombre d'euros apportés à l'entreprise, vous avez une part du capital plus faible. Donc moins d'impact sur l'entreprise, qui était justement ce qui était recherché avec les fonds. Donc ça, c'est le risque. Je dis en aucun cas que la France est dans cette situation, mais ça a été mentionné. La liquidité, ça a boosté les VC, mais peut-être aussi au risque d'y perdre un peu
leur propre culture si ça s'était développé pendant trop longtemps. Donc, d'une certaine manière, le retour n'est pas une mauvaise chose. D'apporter deux, trois réponses, que ce que vous dites est très, très intéressant. D'abord, bon, il y a le marché américain, et vous l'avez très bien résumé, mais attention, le marché français est très différent. Il y a une culture US du risque, de la finance qui n'a rien à voir avec la nôtre. Donc dans les côtés positifs, ils sont capables de mettre des centaines de millions de dollars dans des sociétés qui se créent, ce qu'on ne sait pas faire en Europe, ça ne sait pas faire. Mais à l'inverse, on a quand même une économie moins financiarisée en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, le mal que vous évoquez sur les EHPAD, même s'il y a quelques sujets d'EHPAD en France, mais pour d'autres raisons, liées au LBO, ce n'est pas le même mal en France qu'aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a vraiment des particularismes de pays. Vous avez évoqué un point qui est très important. Ce métier qui était à l'origine que financier, on mettait de l'argent dans une entreprise et puis je vais forcer le trait, on regardait un peu ce qui se passait. Aujourd'hui, il est financier, bien sûr, c'est la base, mais il devient plus opérationnel, donc d'abord plus majoritaire. Il intervient sur renforcer la croissance. Moi, je dirige aussi un groupe d'investissement. On a des équipes opérationnelles qui travaillent sur le digital, sur le climat, sur la RH. Donc vraiment, le monde change. Enfin, notre métier évolue. D'ailleurs, je dis souvent que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est un avis très personnel. Et enfin, aussi dans les points, la bourse a été très active. Enfin, la bourse est très active. Elle était très présente auparavant dans le mid-cap, dans les sociétés de taille moyenne familiale. C'est moins vrai actuellement, ça reviendra peut-être demain. Hein. Et donc il est vrai que notre industrie du capital investissement a un peu pris la place par rapport à ce que les marchés publics ont pu moins prendre en Europe ces dernières années. Merci. Benjamin Le Pen de Vennes, pouvez-vous nous décrire les pratiques de capital risqueur en France et éventuellement nous donner les spécificités par rapport aux Européens ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais faire un focus sur le capital risque. Donc, dans la grande famille du capital investissement qui a été évoquée par mes collègues ici présents, on va vraiment se spécialiser sur cette catégorie davantage dédiée aux investisseurs sur des jeunes entreprises. Et comme l'a dit Bertrand, c'est une industrie qui change. Avant, les investisseurs en capital risque, ils étaient comme Bertrand. Et maintenant, c'est des anciens rappeurs fans de marijuana. Vous connaissez au moins en partie Snoop Dogg, qui est un spécialiste de la petite chose verte et qui, comme vous le voyez ici, a créé la Casa Verde, qui est son propre fonds de capital risque dédié à l'industrie, aux industries de la marijuana. C'est vrai qu'au moins il connaît le produit et ça l'aide à bien faire des investissements. On a d'autres investisseurs qui ont d'autres formes de spécialités un peu plus sérieuses, et Nicolas en parlera sur des choses beaucoup plus régaliennes avec la Direction générale pour l'armement, qui, vous doutez, ne va pas faire des champs de marijuana, ou en tout cas, on ne sait pas, ce serait secret défense. Mais même plus proche de chez nous, parce que ça, évidemment, c'est un peu le spicy point du marché américain, mais on a aussi des choses exotiques ou surprenantes qui arrivent sur le marché français. Pour celles et ceux qui sont un petit peu fans de foot, on a Blaise Matuidi, parmi d'autres, qui a créé son propre fonds Origins, qui est dédié à l'investissement, là aussi, dans des startups innovantes. Évidemment, là aussi, on est sur un élément un petit peu caricatural, mais qui vient vous montrer un peu la diversification, la complexification aussi de cette industrie qui, traditionnellement, alors je ne connais pas le profil de Bertrand, mais historiquement est plutôt des anciens banquiers qui faisaient de l'investissement en capital. Sociologiquement, chez France Invest, ex-AFIC, c'était plutôt cette sociologie. Et depuis, on a beaucoup d'anciens entrepreneurs, d'anciens footeux, des rugbyman, des handballeurs. Nicolas Karabatic, moi je suis grand fan de hand, Nicolas Karabatic a créé son propre syndicat d'investissement. On a des spécialistes sectoriels, on a des industriels de l'armement, on a des pouvoirs publics, alors soit généralistes comme BPI-France, soit spécialisés comme la Direction générale pour l'armement. Vous avez l'ADEME pour la transition écologique, vous avez je suis d'origine grenobloise, le CEA, qui est un des principaux investisseurs avec le fonds de la CIA dans les startups nanotechnologiques dans le monde. Donc vous avez une variété d'acteurs qui aujourd'hui cohabitent. Et donc, pour essayer de comprendre un peu ce que font ces gens, j'ai publié avec mes collègues européens au printemps dernier cette étude dédiée aux pratiques des investisseurs en capital risque, donc vraiment dédiée aux startups en Europe. Parce que, alors Laurent l'a évoqué, a évoqué notamment pas mal de travaux américains,
qui évidemment nous éclaire sur les pratiques des capitaux investisseurs, y compris des capitaux risqueurs, donc la sous-catégorie dédiée aux startups. Mais on sait qu'il y a des différences, parfois assez notables. Et donc on s'est inspiré de travail fait par des collègues d'Harvard et de Chicago sur les US, et qu'on a répliqué et amélioré, bien évidemment, pour l'Europe. Et donc on a eu 880 répondants, dont de 600 sociétés de gestion, et merci à France Invest et à BPI qui ont fait le relais de l'étude avec vos différentes équipes. Et j'avais pris le lead d'une équipe là que vous voyez, d'un peu des principaux pays européens, pour essayer d'avoir quelque chose d'intéressant. Et au-delà des effets économiques de ces investisseurs qui ont été un petit peu évoqués par les autres speakers juste avant, je vous ai mis cette slide de synthèse. Donc l'étude est libre d'accès. Vous tapez le titre de l'étude, vous allez retrouver gratuitement. Mais il y a cette slide en particulier qui vous donne un petit peu quelques grands chiffres pour essayer de situer, au-delà des pratiques qualitativement évoquées par les collègues ici, sur le dimensionnement de ces acteurs. En moyenne, un fonds qui investit en Europe dans des fonds de capital, dans des startups, donc des très jeunes entreprises innovantes, ça dispose de 100 millions d'euros. Aux États-Unis, c'est presque 3 fois supérieur. Ils vont recevoir, comme vous le voyez, je vais me lever, je suis plus à l'aise debout, comme vous le voyez, ils reçoivent 850 propositions d'investissement par année. Ce qui veut dire que les collègues de Bertrand qui sont spécialisés sur les startups, ils vont recevoir ou aller chasser, parce qu'on a vraiment de la chasse également, 850 business plans, dossiers d'investissement, propositions d'investissement de sociétés. À la fin, alors on va avoir des pourcentages qui vont grandement varier d'une équipe à l'autre, d'un fonds à l'autre, et même d'un segment d'investissement à l'autre, mais on se situe quelque chose entre 1 et 10%, et en moyenne en Europe, il y a des petites différences selon les types d'investisseurs, selon les pays, mais on est aux alentours de 6% d'investissement. Donc en fait, le métier de Bertrand, c'est la même activité qu'une jolie fille en boîte de nuit, il passe son temps à dire non. C'est ça le plus dur. C'est de passer son temps à dire non, et quand on dit oui, il ne faut pas se tromper. Alors évidemment, quand on fait des investissements, comme l'évoquait Laurent tout à l'heure, parfois, et parfois même assez vite, les investisseurs peuvent devenir majoritaires. Ce qui a plein d'effets, plein de conséquences sur le contrôle de la société, sur l'incitation de l'entrepreneur, etc. Mais en réalité, quand on est sur le segment des startups, en Europe, le segment qui est le plus fréquemment évoqué par les répondants qu'on a en Europe, c'est 10 à 20% sur le premier tour, donc sur la première levée de fonds. Généralement, ce qu'on voit à nouveau en Europe en moyenne, et il y a une foultitude d'exceptions, c'est qu'il va falloir ouvrir son capital en moyenne 3 fois, donc c'est-à-dire aller voir 3 fois des gens comme Bertrand, 3 fois 3 millions, puis 10 millions, puis, j'en sais rien, 12 millions supplémentaires. Et c'est seulement, généralement, en moyenne, à partir de ce 3e tour, que les investisseurs financiers deviennent majoritaires. Donc l'équipe d'entrepreneurs dispose de moins de 50% des parts. Évidemment, il y a à nouveau plein de cas particuliers. Également, ce qui intéresse, au-delà de la financiarisation de cette activité, qui a ses vertus, notamment pour les boîtes les plus innovantes qui ont du mal à se financer auprès de la banque, et Laurent l'a très bien explicité, c'est comment les gens comme Bertrand, ils gagnent de l'argent. C'est comment on sort, ce qu'on appelle un exit en bon anglais. Et ce qu'on voit, c'est que à peu près 40%, ça se réalise au moment d'un ce qu'on appelle en anglais un trade sale, donc c'est quand vous avez une fusion-acquisition. C'est quand vous allez avoir Safran, MBDA, Total, AT&T, Walmart, qui vous voulez, qui va racheter, ou des PME locales, des ETI européennes, qui vous voulez, qui vont racheter la société, et donc qui vont racheter les parts des investisseurs en capital risque. Le corollaire de ça, quand on investit dans des petites entreprises, à nouveau, là je parle du segment start-up, donc vraiment des boîtes naissantes qui ont entre 1 et 5 ans en général, c'est que vous allez avoir un taux, et tout est dans le titre, capital risque, un taux de risque, un taux de banqueroute qui est gigantesque. On a à peu près la moitié, là nos répondants évoquent 45%, donc on est à peu près à la moitié avec des pays et des segments qui sont encore un peu plus élevés, la moitié où vous allez avoir un low return, voire une faillite. Donc au moins vous perdez de l'argent, voire vous perdez tout votre argent. Donc vous pouvez perdre qu'une partie de votre argent si vous revendez à l'entrepreneur. Vous avez investi 1 million, vous revendez vos parts pour 100 000 euros, vous les bradez à l'entrepreneur parce qu'à un moment il faut bien sortir
Là, c'est un low return, mais on n'est pas vraiment sur une faillite. Et il y a plein de cas de pure faillite. On a également une industrie qui est assez collective, ce qui était moins le cas il y a 10 ans, mais on a à peu près les 2 tiers des investissements qui sont ce qu'on appelle syndiqués. Donc on va avoir des gens qui vont travailler ensemble. Peut-être que Nicolas l'évoquera pour Definvest, mais il va peut-être investir avec Ciparex, il va peut-être investir avec BPI pour les fonds directs, il va peut-être investir avec New Fund ou qui on veut. Donc ils vont partager le risque, ils vont partager l'opération pour plein de raisons. Déjà, partage de risques et aussi partage des expertises et du savoir-faire pour accompagner les entrepreneurs. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas les mêmes savoir-faire si vous avez des sociétés de gestion professionnelles purement financières à la Ciparex qu'un fonds public sectoriel hyper spécialisé, hyper en lien avec la DGA. Ils ne vont pas forcément apporter les mêmes savoir-faire. Donc c'est cette complémentarité qui souvent va être recherchée. Et ça, on le voit très bien dans les slides qui sont plus spécifiques dans l'étude sur cette question de la syndication. On voit que la question de la plus-value non financière est respectivement différente des investisseurs est très claire. Et enfin, le dernier point, parce que le 9e point est plus mineur, le principal point d'importance qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le premier critère d'investissement, quand on se situe sur le segment des startups, donc à nouveau des boîtes qui sont hyper jeunes, c'est l'équipe. Alors les capitaux risqueurs, souvent, ils ont un peu la même blague à répétition un peu lourde. C'est, moi, j'ai 3 critères d'investissement. Pascal, il rigole. C'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et effectivement, quand on pose la question, à la fois, quels sont les critères importants et quel est le critère le plus important dans l'étude, c'est hyper clair. 95% disent que l'équipe est un critère important, et quand on demande le critère le plus important, ils sont 55% en moyenne en Europe à dire l'équipe. Et tout le reste, ça se répartit 45%. Donc le marché, le produit, la techno, l'IP, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc vraiment de loin, quand on vise les startups, c'est l'équipe qui va être... Et il y a plein d'autres études que la nôtre qui largement confirment ça. Et voilà. Et donc après, si d'occasion ça vous intéresse, évidemment, il y a plein de variétés, il y a plein de types d'investisseurs et aussi des pratiques qui, au sein de l'Europe, vont varier. Ce qui est vrai en Croatie n'est pas totalement la même chose qu'en France. Nos amis des Pays-Bas vont avoir des pratiques un petit peu différentes de ce qui se passe en Pologne, etc. Des fonds publics versus des family office versus des sociétés financières indépendantes vont avoir aussi des pratiques un petit peu différentes. Et donc on regarde un petit peu cette hétérogénéité dans le cadre de l'étude qu'on a publiée qui vous est accessible si ça vous intéresse. À nouveau, on a voulu regarder les particularités pour l'Europe, et là on est en train de publier d'ici quelques semaines une comparaison avec les US, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais aussi quelques comparaisons un peu intéressantes à les creuser. Merci. Monsieur Pascal Lagarde, quel rôle joue BPI dans l'écosystème et la pratique du capital investissement en France, et quels sont les impacts en termes de politique publique? Et si vous pouvez aussi reparler un petit peu au niveau européen, donc quelles sont les interventions publiques au niveau européen? Merci beaucoup. Donc j'ai la tâche particulièrement facilitée puisque j'ai eu plein d'intervenants avant moi, plus 3 intervenants qui ont dit plein de choses tout à fait justes sur le sujet. Je vais me concentrer également sur le capital risque parce que il se trouve que c'était le domaine où j'avais le plus de données intéressantes et récentes. Si on regarde Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là? Non, c'est là. Ok. Si on regarde le capital risque, en fait, il se comporte en 2023 un petit peu comme ça a été le cas de l'ensemble du capital investissement, comme Bertrand le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a une baisse importante des levées par les startups, mais ce n'est pas non plus une chute telle que les plus anciens d'entre nous l'ont connue dans les années 2000 ou en 2008. Et ça ne remet pas en cause 10 ans de progression. Alors qu'est-ce que ça veut dire 10 ans de progression? 10 ans de progression, c'est entre 2010 et 2021, les montants levés par les startups, ça a été 14 fois. Donc c'est vraiment une très très grosse progression. Les montants collectés par les fonds de capital risque, ça a été 4 fois. Et la taille des fonds de capital risque moyenne en France a été multipliée par 3. Donc on voit bien le changement d'échelle de cette industrie qui, on peut le dire, n'était pas négligeable en 2010. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais qui n'était pas au niveau du besoin du pays. Et puis,
point extrêmement important, c'est que les performances des fonds se sont largement améliorées. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une génération de fonds qui a de très bonnes performances, voire pour certains des fonds d'excellentes performances. Et alors, sur un plan plus quantitatif, on vient de mener une enquête auprès de grands souscripteurs de fonds, de souscripteurs institutionnels, et ce qu'ils nous disent, ces souscripteurs de fonds, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une très bonne qualité du secteur entrepreneurial français. On a des tas d'entrepreneurs qui en refont des entreprises, qui sont compétents, qui savent faire. On a une montée en compétence des gestionnaires de fonds, à la fois en termes de spécialisation, d'internationalisation, d'accompagnement, c'est le changement du métier. Et puis des souscripteurs qui eux-mêmes ont dû renforcer leurs équipes, parce que jusqu'ici, ils vivaient bien avec une personne à mi-temps qui investissait dans les fonds d'investissement, et maintenant ils ont besoin d'avoir une équipe parce que c'est pas du tout la même chose d'investir dans du capital risque biotech que dans du LBO, quoi, par exemple. Donc il y a besoin d'avoir des compétences. Alors si on regarde cette fois-ci ce que notre activité à nous à BPI France, donc en gros l'année dernière on a fait près de 5 milliards d'euros d'investissement en capital, donc à la fois en capital investissement mais en entreprise cotée également. Et en fait, là-dessus, sur ce montant-là, on a fait à peu près 1,5 milliard dans le capital risque. Donc sur les 5 milliards. Et un petit peu moins en direct qu'en fonds de fonds. On est à peu près à 800 millions d'euros, 850 millions d'euros sur le fonds de fonds et un peu moins de 700 sur le direct. Donc on a consolidé depuis des années cette chaîne de financement complète pour les startups avec BPI France et même avant BPI France. Alors sur toute la chaîne, comment on voit les choses? La première chose qu'on fait, c'est qu'en fait on finance ces entreprises jeunes par des aides qui nous sont confiées par l'État évidemment. Et au démarrage de BPI France, 50% des startups financées par le capital risque avaient eu une aide de notre part. En 2021, c'est 70%. Donc on voit bien que ces aides elles-mêmes, elles permettent aux fondateurs d'avoir moins besoin de capitaux, pour le dire d'une façon purement financière. Et puis d'avancer dans un projet, de le maturer avant de faire rentrer les financiers, ce qui est quand même une bonne chose parce que ça leur permet d'avoir une bien meilleure vision. On a également travaillé beaucoup sur l'amorçage, les tout premiers rounds, et on a reconstitué, je pense, une offre de capitaux privés avec le Fonds national d'amorçage dans ce domaine. On a renforcé le capital risque, à la fois de deux façons, en intervenant dans les fonds, en permettant aux fonds de grimper de taille, mais aussi à créer des nouvelles équipes qui avaient de nouvelles idées et qui allaient intervenir dans des secteurs, par exemple. Et puis une approche en investissement direct, un peu focalisée en matière sectorielle sur les segments les plus compliqués. Après, on est allé un peu plus loin. Ça remonte, je dirais, à la création de BPI France. Là, on s'est dit, on a un vrai problème. C'est qu'on a des fonds d'amorçage un peu, des fonds de capital risque pas mal, mais des fonds de growth, ce qui est des fonds qui vont later stage, comme on dit, plus difficilement. Et là, on a eu la même méthode et on a aidé à créer cette industrie des fonds un peu plus matures. Alors, quand on regarde la progression de notre activité, là, cette courbe, elle est assez significative parce qu'elle démontre quoi? C'est le montant levé par les startups françaises. C'est en millions d'euros, et c'est une source qui s'appelle Dealroom, qui n'est pas parfaite, mais qui est sans doute une des moins mauvaises. Voilà, dirons-nous. Donc il n'y a pas tout, mais il y a presque tout. Et puis il n'y a pas trop d'erreurs. Et là, on a donc on voit cette envolée en jaune, là, avec l'échelle à gauche, l'échelle en millions d'euros à gauche, qui donne les montants levés par les startups en France. Et donc ça progresse, et puis 2021-2022 ont été des années absolument exceptionnelles.
Et en noir et en rouge, c'est le poids des fonds directs plus la quote-part de BPI-France dans les fonds partenaires. C'est-à-dire, si on a investi 10% dans un fonds, ben on prend 10% du tour vers cette entreprise. Donc ça, c'est le point en noir, la courbe en noir, pardon. Et puis en rouge, c'est la même chose, sauf que là, on prend 100% chaque fois qu'un fonds dans lequel on est investisseur investit, on prend 100% de ce fonds en compte. Et la courbe la plus intéressante est sans doute la courbe noire, puisqu'elle donne une vision de notre part dans le marché. Et en fait, on voit qu'il se stabilise entre 5 et 7%. Donc en fait, on a un rôle de tirer, de pousser, de je sais pas quoi, mais qui reste, on n'est pas non plus majoritaire dans le marché, ni je dirais, hégémonique. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on est ciblé sur des segments où les investisseurs privés sont moins présents, l'amorçage, les très grosses levées. Et puis, on est systématiquement en co-investissement quand on est en direct. Donc, en gros, on a une moyenne de 20% dans les fonds dans lesquels on investit et de 20% dans les tours de table auxquels on participe en direct. Alors, autre petit point. Donc, on a participé à la croissance des fonds de capital risque, bien évidemment. En fait, quand on prend le monde du capital risque, on a participé à la levée des 2/3 des fonds entre 2013 et 2021. 2/3 des fonds de capital risque qui ont levé avec BPI-France comme souscripteur. Et on sait par ailleurs que les enquêtes qu'on conduit, c'est qu'on a un impact assez positif vis-à-vis des autres souscripteurs, parce qu'on fait des due diligence assez complètes et assez importantes. Donc voilà, ça c'est c'est quelque chose de très important pour les tiers qui n'ont pas forcément des équipes suffisamment grandes. Et alors, la courbe du bas, c'est une courbe qui est tirée actuellement de cette étude dont je parlais tout à l'heure. C'est la distribution des montants de tickets par type d'investisseur dans les fonds de capital risque, avec des plaisanteries d'économètre entre le quartile inférieur, le quartile supérieur et la médiane. Bon, on va regarder les médianes ou je sais pas quoi, mais enfin en tout cas, on voit que en gros, on a deux acteurs qui sont côté public et côté de façon générale qui sont très importants dans ce monde-là, c'est BPI-France et le Fonds européen d'investissement, qui est en fait la branche investissement de la Banque européenne d'investissement, qui est la Banque multilatérale européenne. Donc en fait, on voit que le poids est très important dans les deux cas, comparativement des acteurs qui sont beaucoup plus petits. Alors, je dirais naturellement beaucoup plus petits, comme les conseils régionaux. Eux, ils investissent dans les fonds de capital risque régionaux qui sont beaucoup plus petits, donc c'est normal qu'ils soient beaucoup plus petits, pas de sujet. Ou les family office qui sont pas non plus des acteurs très, très massifs. C'est un tout petit peu plus surprenant quand on voit le poids des assurances, par exemple, qui ont, je dirais, une propension à ne pas investir dans les fonds de capital risque assez massive. Pardon ? Oui, c'est 2013 à 2021, ouais, un petit peu avec l'initiative Tibi, mais ça, c'est pas non plus aussi massif que l'investissement. Ouais, ça remonte un peu. En dynamique, ça remonte un peu. Il y a un investissement des corporates qui n'est pas complètement négligeable. Et puis les caisses de retraite. Les banques, je pense que c'est un acteur négligeable dans le secteur, notamment à cause de la réglementation bancaire qui pondère très fortement les investissements en capital dans les ratios, et donc fait que les banques n'ont quasiment pas la... On a connu les époques dans les années 90 où les banques étaient très, très actives, mais elles ne peuvent plus l'être maintenant. C'est réglementairement tout à fait fini. Alors, qu'est-ce qui, juste pour conclure, quand on demande aux souscripteurs pourquoi ils pensent qu'il n'y a pas assez de souscripteurs dans les fonds de capital risque et ce qui les gêne pour aller dans les fonds de capital risque, bon, il y a un premier point, c'est que il y a une absence de fonds de pension en France. En fait, les vrais souscripteurs des fonds de capital risque aux États-Unis, c'est les fonds de pension
et c'est les endowments, donc un équivalent un peu pour les universités. Enfin, je pense que vous connaissez bien autour de la table. Et ça, on le retrouve aux États-Unis et dans les pays nordiques. Donc fonds de pension, capital risque. C'est 30%. Ouais. Et zéro pointé, on le voilà. Hein. C'est 30% fonds de pension aux US sur les souscripteurs et 0 en France. Ouais. C'est pour ça que je parlais des assureurs, parce que l'équivalent des fonds de pension en France, c'est les assurances vie, les PERP, les PERCO, etc. Enfin, bon. L'insuffisance des fonds des compagnies d'assurance, c'est ce que je viens de dire. Là, une présence relativement faible des étrangers, ça on le voit hors France, un peu, vous voyez le hors France un peu partout, hein, donc assez peu d'étrangers. Et puis, un sujet qui est important, c'est une présence assez faible des particuliers également. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Merci. Bertrand Rambaud, justement, si on parle de particuliers et d'épargne, donc comment inciter les épargnants français à investir dans le capital investissement et quelles sont les opportunités pour eux? Donc, quel avantage peut apporter un tel investissement aux épargnants, en plus de soutenir l'économie réelle, justement? Alors, donc, comme ça a été expliqué, si on veut être le plus didactique possible, donc, notre métier consiste à investir de l'argent dans les entreprises. Ça, on a tous compris à des stades de leur vie différents. Et pour ça, on a besoin de ressources financières, donc d'investisseurs. On a parlé de BPI France, on a parlé des assureurs. Et puis, il y a aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs maintenant, des personnes physiques qui investissent de l'argent dans des fonds d'investissement. Alors, il y a quelques années, c'était des grands family office, des grandes structures. Je sais pas, les gestionnaires de la famille Dassault, pour donner un exemple, ou Mullier, qui étaient presque des établissements financiers en tant que tels. Ces dernières années, il y a des entrepreneurs qui ont, anonymes, qui ont vendu leur entreprise, qui ont de l'argent et qui décident d'allouer une partie de leur argent dans des fonds d'investissement. Et puis, de plus en plus maintenant, et d'ailleurs là aussi, BPI France a un peu amorcé cette initiative, il y a des particuliers comme vous et moi qui décident demain d'aller allouer de l'argent dans des fonds d'investissement pour pouvoir donc se retrouver actionnaires indirectement d'entreprises non cotées. Alors moi je ne dis pas que c'est les inciter, je pense qu'il y a une envie en fait, et on essaye de répondre à une envie. Alors pourquoi il y a une envie? D'abord, et ça a été dit aussi par certains d'entre vous, la France est devenue un monde d'entrepreneurs. Enfin, je pense que c'est une réalité. Alors grâce à vous les jeunes, parce que vous avez de plus en plus envie de créer votre entreprise, mais aussi, on le voit, avec des cadres de 40 ans, 50 ans, qui bossent dans des entreprises, dans des grandes entreprises, et qui ont envie de se retrouver dans des PME familiales, d'être actionnaires. Donc il y a vraiment un goût pour l'entrepreneuriat. Et ce goût pour l'entrepreneuriat, on le retrouve aussi chez les particuliers pour le goût d'investir dans une épargne qui va de plus en plus financer des sociétés non cotées. Donc c'est une tendance en fait. C'est une tendance de fond, alors qui est très très forte. On a parlé des États-Unis tout à l'heure. Vous savez qu'aux États-Unis, plus de 50% des ressources de ces fonds vient d'épargnants. Alors ça vient aussi parce qu'il y a des fonds de pension, évidemment. C'est un mode de financement qui est très différent d'une autre. Mais plus de 50% des ressources qui sont allouées au financement des entreprises non cotées viennent de personnes physiques individuelles. On est encore bien loin de ça en France. Mais quand même, je ne veux pas du tout vous envahir de chiffres, mais c'est quand même très important ce qui est en train de se passer sur le marché français. C'est que si on additionne aujourd'hui les family office, les entrepreneurs et les particuliers, ça représente aujourd'hui les plus grands pourvoyeurs de fonds dans les fonds que nous gérons sur le marché français. Les plus importants, c'est-à-dire 25%. 25% viennent de cette population. Donc c'est vraiment une évolution. Alors sachant que la partie dominante, c'est famille office, c'est entrepreneurs qui ont des moyens, ça va de soi, mais c'est une vraie tendance. Je vous donne juste un chiffre. Les personnes individuelles qui investissent dans nos métiers en France, ça représente chaque année un peu plus d'1 milliard d'euros sur une collecte qui était ces dernières années de 50 milliards. Enfin quand même, et 25% viennent de toutes ces familles-là. Voilà, alors donc c'est une envie, j'insiste là-dessus. Alors après, comment on peut faire concrètement, puisque là aussi on est pour évoquer des choses concrètes.
on est dans un métier qui est hyper réglementé. Hein. L'AMF surveille, et c'est normal, de près toutes nos activités. Et l'AMF, vous le savez, elle est là pour défendre l'épargnant, les intérêts de l'épargnant. Et donc, pour pouvoir investir dans un fonds que nous gérons, enfin nous tous, hein, notre profession, il faut pouvoir mettre au moins 100 000 euros. Donc c'est quand même pas à la portée de tout le monde, en sachant que quand on met 100 000 euros dans un fonds, ça veut dire qu'on a à côté un patrimoine qui peut être dans l'immobilier ou ailleurs. On ne va pas mettre tout son argent dans le private equity, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est quand même limité à une certaine catégorie de personnes. En revanche, les évolutions de ces dernières années, grâce à la loi Pacte, parce qu'il y a beaucoup d'outils en France qui existent, il y a la possibilité, via de l'assurance vie, via des unités de compte d'assurance vie, via des plans d'épargne retraite, d'aller investir donc dans des véhicules qui sont commercialisés par des banques ou des compagnies d'assurance, et en mettant donc quelques milliers d'euros, hein, on peut, avec quelques centaines, merci, hein, et qui vont venir se reverser dans les fonds que notre profession gère. Donc ça veut dire aujourd'hui, pour être très simple, qu'une personne qui a les 500 euros peut, à travers l'assurance vie, investir dans les fonds institutionnels que Ardian, que Ciparex, que plein de fonds gèrent, et donc de se retrouver investisseur via des véhicules intermédiaires en direct dans les fonds institutionnels dont nous avons la responsabilité. Donc ça, c'est une vraie évolution, c'est une vraie porte ouverte qui est donnée aux investisseurs personnes individuelles. Alors après, je dis attention parce qu'investir dans notre métier, c'est pas liquide. Enfin, il y a un certain nombre de critères bien particuliers. Vous avez bien compris que c'est pas liquide. Si vous investissez aujourd'hui et puis que dans un an, vous avez envie d'acheter votre maison et vous dites je veux revendre ma participation, c'est pas simple. Et donc il y a un marché secondaire qui existe, mais c'est complexe. Donc quand on va investir dans le capital investissement, on investit dans le temps long, dans un temps qui est au minimum de 5 ans. Il faut le savoir, et donc il y a une vraie responsabilité d'expliquer voilà, on ne trouve pas les liquidités immédiatement, et donc il faut que les gestionnaires de patrimoine, que les assureurs expliquent vraiment les spécificités de ce métier. Puis on peut avoir des crises quand on investit dans l'innovation, qui est un support par nature à risque. On peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup. C'est très à risque, donc il faut savoir que c'est une épargne qui est à risque. Et c'est une épargne longue. Voilà, donc notre responsabilité à nous tous, et je terminerai là-dessus pour ce sujet-là, c'est d'avoir une vraie explication de ce que c'est. Et vous voyez, si vous allez sur le site de France Invest, vous verrez, on a construit un site très récemment, un peu à marque blanche, mais qu'on a construit avec les équipes de BPI France, Ciparex, qui explique de façon très didactique, extrêmement simple, ce qu'est un investissement, un peu ce qu'on a dit là en fait. Ce qu'est un investissement dans une entreprise, comment ça fonctionne, la durée, ce qu'est un investissement dans un fonds, comment ça fonctionne. Mais donc il faut être extrêmement didactique, parce qu'avant d'investir dans cette classe d'actifs, voilà, il faut bien en comprendre les risques, les limites, les avantages aussi, parce qu'on a des très beaux rendements, mais il y a des contreparties à ces rendements. Et c'est pas comme le côté, où le côté, vous voulez vendre, s'il y a du marché, vous vendez. Là, ça se passe pas de la même façon. Voilà, mais je pense que ça va être vraiment une épargne croissante vers ces métiers-là, parce qu'il y a vraiment un intérêt de nous tous, en fait, pour accompagner nos entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, c'est assez territorial comme approche. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent je vis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, si on prend cet exemple, puisqu'on est là aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'accompagner les boîtes qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes parce que je les connais, parce qu'elles me plaisent. Et donc, on essaye aussi d'apporter des outils qui sont présents dans les territoires et dans les régions dans lesquelles on habite. Donc, je pense que de plus en plus, on va affiner cette offre, et de plus en plus, on aura une offre pour la personne individuelle. Merci beaucoup. Donc là, on arrive sur un sujet complètement différent, sur tout ce qui est lié au ministère des Armées. Donc pourquoi le ministère des Armées s'intéresse au capital investissement, Nicolas Gangier? Donc en quoi justement, quels sont les secteurs visés, quels sont les outils d'investissement utilisés pour... Merci pour la question, bonjour à tous et à tous. Donc effectivement, le ministère des Armées, on est loin de ce métier de banque, de banquier, de capital investissement. Donc a priori, ça peut paraître un peu étonnant qu'on utilise cet outil de financement. Donc je vais vous expliquer pourquoi on l'utilise. Avant ça, je vais quand même vous présenter, non pas le ministère des Armées, parce que
connaissez tous le ministère des Armées, mais la Direction générale pour l'armement, ses missions et en quoi c'est un grand investisseur de l'État quand même, donc je vous donnerai quelques chiffres, et pourquoi on est arrivé aussi à utiliser cet outil de capital investissement en complément de plein d'autres outils. Donc sur la planche, vous voyez les grandes missions de la DGA. Donc le délégué général pour l'armement, c'est un des 3 grands subordonnés du ministre. Vous voyez avec la pastille bleue là. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vous renvoie à la vision stratégique du délégué, un document qui a été publié en janvier dernier, où il met à jour les grandes missions de la DGA, avec des termes qui ont fait écho à beaucoup de choses qu'on va retrouver dans la présentation. Une des premières missions, c'est équiper les forces, équiper les armées, de manière souveraine. Alors, équiper les armées, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur acheter ou faire développer les matériels dont ils auront besoin et qui leur permettront d'avoir sur le terrain la supériorité opérationnelle et donc la supériorité technologique. La deuxième mission, c'est fournir une capacité d'anticipation stratégique, technologique et industrielle. Donc là, vous commencez à trouver quand même 2 termes qui vont faire écho quand même à beaucoup de choses très concrètes qu'on va évoquer tout à l'heure, la technologie et l'industrie. Donc on commence à rentrer dans quelque chose de très concret. La troisième mission, c'est lié à la coopération et les exportations. C'est la promotion des exportations. Je rappelle, les exportations, c'est quelque chose qui est très particulier dans le secteur défense, parce que c'est soumis au régime de la prohibition. Donc l'exportation de matériel de guerre est interdite par définition, par principe, et autorisée quand c'est autorisé, dûment autorisé par l'État français. Le 4e point qui nous ramène dans le cœur du sujet, c'est orienter et soutenir la base industrielle de défense dans une logique de souveraineté. Donc orienter la base industrielle de défense, déjà il va falloir la définir, donc on l'évoquera juste après. Et l'orienter, ça veut dire déterminer les filières qui sont importantes pour justement pour pouvoir équiper les forces dans le futur. Et la soutenir, c'est lié à tous les dispositifs de soutien qu'on évoqua tout à l'heure. Toujours dans une logique de souveraineté, c'est très important. Alors, je fais juste une parenthèse sur la souveraineté. Pourquoi c'est important la souveraineté pour le ministère des Armées? Typiquement parce que quand on cherche à exporter du matériel de guerre, en fait, on va avoir besoin de l'avis de celui qui l'a fabriqué et surtout de l'État dont dépend celui qui l'a fabriqué. Et des États qui dépendent l'État où sont les industriels qui ont fabriqué tous les équipements qui concourent à la capacité militaire. Donc la souveraineté, c'est lié à ça, c'est lié au régime de prohibition que j'évoquais tout à l'heure sur les exportations. Bon, je passe sur le dernier point qui est lié à des choses très particulières, liées à la dissuasion et au cyber. Donc, on rentre dans le cœur du sujet. Orienter et soutenir une base industrielle de défense. C'est quoi la base industrielle de défense? Donc la base industrielle de défense, c'est 4000 entreprises qui fabriquent, conçoivent une partie ou tout partie des matériels qu'utilisent les forces armées. 4000 PME donc, qui travaillent d'abord et avant tout pour 9 grands maîtres d'œuvre industriels. Donc, si je vous les ai mis pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, c'est ceux qui développent toutes les plateformes, que ce soit des plateformes aéronautiques, navales, terrestres, spatiales. Pourquoi c'est important ces entreprises de défense? Parce que derrière, c'est 210 000 emplois directs sur l'ensemble du territoire. Donc vous avez là, la carte de France des emplois, des sites industriels. Alors, pour ceux qui demanderaient pourquoi il n'y a pas grand-chose dans le grand nord-est, évidemment, c'est lié à l'histoire de France. Donc, on a mis nos actifs industriels plutôt loin de ceux qui avaient des vues dessus.
Et alors pourquoi c'est important aussi la base industrielle de défense que vous voyez définie ici, c'est que derrière tous ces emplois, il y a quand même 28 milliards de chiffre d'affaires militaire consolidé et beaucoup d'exportations. Donc le déficit commercial de la France, c'est 200 milliards, mais il y a quand même une industrie défense qui contribue pour 8 milliards de positifs dans ce résultat net négatif de 200 milliards. Donc, j'ai évoqué ce qu'était la base industrielle de défense. Pourquoi c'est nécessaire de conduire une politique industrielle? Parce que justement, derrière, il y a tous ces emplois qu'il faut maintenir, et parce que le secteur de la défense, c'est un des secteurs les plus régulés. On pourra comparer avec le secteur bancaire, je ne sais pas, mais c'est un secteur régulé parce que, par définition, l'export de matériel de guerre est interdit. Voilà. Donc, quand on veut avoir une politique d'exportation efficace et arriver à ces chiffres-là, il faut une politique volontariste et donc une politique industrielle volontariste. Donc, c'est quoi la politique industrielle de défense que mène le ministère des Armées? C'est déjà des montants conséquents d'investissement dans l'industrie de défense. Je ne donne pas ces chiffres juste pour faire joli, c'est pour ramener ces chiffres au montant d'investissement capital-risque. C'est important d'avoir ces montants en tête, ces 15 milliards de dépenses directes dans l'équipement des forces et 1 milliard de dépenses annuelles dans l'innovation. Vous verrez que les chiffres qu'on évoquera plus tard sur le montant d'investissement capital-risque sont à mettre en regard avec ça. Ça permet un petit peu de prendre conscience qu'on est un investisseur patient certes, mais un investisseur, comment dirais-je, raisonnable. Voilà. Donc, on investit 14 milliards dans l'industrie de défense. On a aussi une politique volontariste sur l'accompagnement et le soutien des PME. C'est très important parce qu'elles sont vecteurs d'innovation. On soutient les entreprises de défense à l'export. C'est important aussi parce que sans export, on n'arriverait pas à avoir une telle industrie de défense efficace. Et alors, le quatrième point est important, intervenir dans les activités des entreprises comme régulateur ou comme actionnaire. Régulateur, je l'ai évoqué déjà, c'est lié à la politique d'exportation, donc c'est lié à cet aspect de prohibition. Comme actionnaire, pourquoi c'est important aussi? Parce que, ce que je n'ai pas dit, mais j'en profite maintenant pour le dire, l'État est actionnaire des grands maîtres d'œuvre industriels et donc a une capacité aussi d'action en tant qu'actionnaire de ces entreprises. Mais on a un actionnaire un peu particulier on a un actionnaire plus comme garde-fou, plus que actionnaire qui va orienter les politiques industrielles de nos grands maîtres d'œuvre industriels. Déjà parce qu'on est actionnaire minoritaire, et parce que ce n'est pas l'ambition du ministère des Armées que de prendre la main sur la politique des grands maîtres d'œuvre industriels. Et il y a un dernier objectif de cette politique industrielle de défense, qui est de faire émerger une industrie de défense européenne, autonome et performante, avec toutes les vicissitudes de la coopération européenne. On y reviendra dans les questions si ça vous intéresse. Voilà. Donc, derrière cette politique, vous avez effectivement des gens dont c'est le travail au quotidien, et c'est effectivement le service des affaires industrielles et de l'intelligence économique que je représente ici, dont c'est la mission quotidienne, de définir cette politique industrielle de défense pour orienter la base industrielle. C'est aussi au quotidien des missions d'intelligence économique pour mieux connaître, mieux comprendre c'est-à-dire le contexte macroéconomique, voire économique de nos entreprises. C'est définir aussi une politique en faveur des PME, des ETI,
et des startups bientôt pour le ministère. Et c'est d'abord et avant tout soutenir et protéger les entreprises essentielles aux intérêts de défense. Ça, derrière, c'est pas juste des mots, ça veut dire, en fait, notre perspective, c'est vraiment garantir l'accès aux technologies qui intéressent les forces armées pour leur matériel actuel et pour les matériels de demain. Voilà. Donc la transition est assez vite faite avec l'intervention, finalement, du ministère des Armées sur le capital risque. Pourquoi ? Parce que on est... Alors, ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité d'intervenir en capital risque sur les entreprises innovantes, parce que sinon, elles n'arrivent pas à se financer. Donc ça, le ministère des Armées en a pris conscience il y a maintenant quelques années. Donc le premier vecteur de capital risque qui a été mis en place, c'est en 2018, donc ça fait maintenant 5 ans. On commence à avoir un bon retour d'expérience de ce véhicule. Et on avait pris conscience à l'époque qu'il est nécessaire de soutenir des entreprises très innovantes, donc type start-up, parce que c'est elles qui allaient être en mesure de développer les technologies qui seront utiles dans les systèmes d'armes de demain. Donc on ne pouvait pas être absent du soutien de ce type d'entreprise, même si c'était il y a 5-6 ans quand même assez nouveau, non pas sur la place de Paris, mais pour le ministère des Armées, d'être en contact et en soutien de ces entreprises. Pourquoi ? Parce que sinon, les autres vecteurs qu'on avait de soutien, c'était des subventions et des marchés publics. Les marchés publics, pour des entreprises qui n'ont pas encore de modèle économique clairement établi et qui n'ont pas de produits, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quoi leur acheter. Voilà. On peut toujours les soutenir via des modes de subvention, mais on a quand même des difficultés aussi à être conformes aux réglementations européennes, parce qu'on n'a pas le droit de soutenir des entreprises qui sont, par leur structuration financière, considérées comme des entreprises en difficulté. Quand vous avez que de la dette, que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous êtes considéré un petit peu par des analyses un peu économiques comme une entreprise en difficulté. Et donc des entreprises en difficulté, on ne peut pas les subventionner. Ça, c'est la règle européenne. Les marchés publics, j'en ai parlé. Du coup, on manquait un petit peu de vecteurs pour être en mesure de soutenir ces entreprises. Donc le seul vecteur accessible, c'était le capital risque, le capital investissement, mais on n'avait pas, nous, de véhicule budgétaire. Donc voilà, depuis 5-6 ans, maintenant, on est en capacité de faire vivre ces véhicules budgétaires-là, ces véhicules financiers, mais on ne le fait pas tout seul, parce que ce n'est pas notre métier. Donc, du coup, on l'a fait avec 2 acteurs majeurs. Le premier, c'est l'Agence des participations de l'État, qui, je le rappelle, a le monopole d'un point de vue, dans la sphère publique, de l'investissement en capital. Voilà. C'est pour ça que l'État actionnaire, on dit souvent c'est l'APE, mais c'est pour ça. Et l'APE, c'est un acteur institutionnel, mais c'est pas un banquier. Et donc, on s'est aussi adjoint je ne sais pas comment on peut dire, on a travaillé en coopération avec un opérateur, à savoir BPI France, pour opérer donc ce fonds au quotidien. Voilà. Au bout de 5 ans, on n'est toujours pas banquier, donc on continuera à faire, on continuera à travailler en coopération avec l'APE parce que c'est réglementaire, et puis avec BPI France parce que c'est leur métier, ils font ça très bien. Donc, accompagner les entreprises innovantes dans leur développement, c'est bien, mais on ne le fait pas tout seul. Alors, j'ai dit qu'il y avait BPI France, il y avait l'APE, mais on ne le fait pas tout seul non plus, on n'investit pas tout seul. Pourquoi on n'investit pas tout seul ? Parce que déjà, on n'est pas en capacité d'investir tout seul dans les tours de table des entreprises dans lesquelles on investit. Et puis parce que c'est pas sain d'investir tout seul. Si l'État investit tout seul dans une entreprise,
reprendre un terme, ce qu'on dit, c'est qu'on les arsenalise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se mettrait en position de les soutenir au long cours toute leur vie. Et ça, c'est pas sain pour l'entreprise parce qu'elle serait complètement dépendante de nous. Nous, on veut pas et on pense qu'elle, elle veut pas non plus. Et évidemment, ça permet, c'est le dernier objectif, ça permet de consolider la base industrielle et technologique de défense française. Alors, il y a quelques cas où on a intervenu dans un objectif de consolidation. Moi, ça reste assez rare. Avant de passer à la planche précédente, j'avais quand même un dernier mot à signaler, c'est que je vous ai dit qu'on n'investit pas tout seul, c'est-à-dire qu'on cherche des acteurs, alors soit institutionnels, soit des acteurs privés pour co-investir. Je fais une petite insiste quand même sur le marché défense. Le marché défense, c'est un marché très régulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un marché qui, du coup, n'est pas un débouché naturel pour des entreprises qui ont des technologies civiles. Et c'est un débouché, donc, pas forcément naturel pour l'entreprise, mais c'est un débouché qui n'est pas forcément non plus un débouché visé pour les investisseurs, on va dire, lambda. Pourquoi? Parce que déjà le marché est hyper régulé, et puis parce que derrière la défense, il y a des valeurs que ne partage pas tout le monde. Donc voilà, il y a des investisseurs qui ne souhaitent pas investir dans la défense. Et donc savoir qu'il y a des co-investisseurs défense, ça ne leur plaît pas non plus. Voilà. Donc tout ça, ça se discute au cas par cas, mais c'est pas évident d'avoir ni les débouchés, ni des investisseurs défense. Investisseur institutionnel, je pense que ça fait moins débat, parce que tout le monde est bien content d'avoir un investisseur institutionnel avec soi, en termes de garantie. Mais voilà, la filière défense est un peu particulière. Alors, on rentre dans le très concret. Les deux véhicules de capital investissement qui ont été mis en place par le ministère des Armées, c'est ces deux-là. Donc Definvest, qui a eu un premier investissement en 2018. L'objectif, c'était clairement un soutien des entreprises de la base industrielle technologique de défense. Alors, entreprises qui ont des produits sur le marché ou qui auront des produits demain. Donc, on s'intéresse aussi à la base industrielle technologique de demain. Le deuxième véhicule, c'est le fonds Innovation Défense, qui a fait ses premiers investissements en 2021 sur des technologies, elles, purement duales. Voilà, vous voyez les montants financiers, 100 millions pour l'un, 200 millions pour l'autre. À mettre en regard des chiffres que vous avez vus tout à l'heure, donc les 14 milliards d'investissements annuels du ministère des Armées et aux plusieurs centaines de millions, voire milliards d'investissements qui sont réalisés tous les ans, ou levées de fonds qui sont réalisés tous les ans sur la place de Paris. Donc ça, on reste un investisseur largement mineur, mais nous on le fait en complément d'autres vecteurs de financement. Voilà. Pour conclure, vous voyez sur cette planche une illustration des investissements qui ont été réalisés par le ministère des Armées en capital. Donc c'est très divers. Donc ça va de l'usinage de précision à l'intelligence artificielle embarquée pour Definvest. Et pour le fonds Innovation Défense, c'est des choses qui sont aussi liées à l'intelligence artificielle et au quantique, voire à la cybersécurité. Donc c'est très large. Et c'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça, mais la phase la plus compliquée, c'est vraiment la détection des technologies qui nous intéresseront demain, en lien avec donc BPI qui fait la due diligence et l'analyse de la viabilité des entreprises et de leur modèle économique. Mais cette phase de détection, elle est vraiment cruciale parce que une détection pas efficace, on rate des technologies et puis on investit potentiellement dans
dans des entreprises qui sont au final pas si intéressantes que ça. Gardez à l'esprit quand vous voyez cette planche que le ministère des Armées n'a pas, et j'ai jamais prononcé ce terme, une volonté d'investisseur. On a une volonté d'être actionnaire d'une entreprise, mais pas d'investisseur. Notre objectif, c'est pas de revendre et de faire un bénéfice. Mais on reste un investisseur du temps long, voire du temps très très long, parce que les investissements dans le quantique, typiquement, ça va être des systèmes d'armes qui vont arriver dans les forces à l'horizon 2040. Enfin, c'est ça notre horizon. Voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc là, même moi, je découvre les fonds souverains et le potentiel que vous offrez. Il nous reste encore 10 minutes pour des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Oui, j'avais une question juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, mais qui concerne également BPI. Par rapport aux modalités de détection des entreprises qui peuvent bénéficier de ces fonds de capital risque public, que ce soit ceux de la BPI ou ceux du ministère des Armées, puisque par définition, c'est des projets, ces startups, qui sont encore très peu visibles. Parfois, l'entreprise n'existe même pas encore. Donc, comment est-ce que vous faites pour identifier les entreprises? Est-ce que c'est forcément elles qui viennent à vous, ou est-ce que vous avez des démarches d'aller identifier ces entreprises et de les démarcher vous-même pour leur apporter les fonds dont elles pourraient avoir besoin? Alors en fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est sans doute le segment le plus difficile de ce point de vue-là, hein, ça c'est clair. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part un certain degré de notoriété, donc les équipes sont connues, le nom de BPI France n'est pas inconnu, souvent on les a déjà soutenus par des aides ou par des choses équivalentes. Ça, c'est une première chose. Donc, on a un flux d'affaires qui est assez constant. Il faut savoir également que, par ailleurs, on a aussi, comme la plupart des capitaux risqueurs, beaucoup de liens avec les centres de recherche. C'est très important d'avoir des liens avec les centres de recherche parce que ça permet, j'irais, d'aller voir des premières innovations un peu tôt. Donc c'est les centres de recherche, les SAT aussi, qui sont les lieux de transfert de technologie. Et puis aussi un petit peu tout ce qui est lieu d'essaimage des grands industriels, des grands laboratoires, des grands industriels dans la technologie par exemple, ou dans l'automobile, etc. Donc c'est un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que c'est un monde gris, on n'est pas dans le monde de l'ouverture. On est dans un monde où je dirais, rien n'est ouvert et tout est permis, en fait. Donc c'est aussi la difficulté de ce métier. C'était la présentation de tout à l'heure qui donnait le nombre de dossiers reçus par un capital risqueur moyen. C'est gigantesque. Donc il y a une phase d'élimination très rapide. Alors, peut-être pour revenir à l'autre partie de la question, mais je ne ferai qu'un petit bout de la réponse. Pour la partie défense, il y a un lien très fort avec le ministère des Armées et la DGA, en fait, qui apporte une partie des dossiers. Pas tout, mais une partie. Voilà, donc il y a un petit peu les deux liens avec, sans vouloir flatter quiconque, de très bons dossiers. Candela, Pascal, c'est deux des plus beaux dossiers de quantique sur la place. Greenwaves, c'est remarquable. Donc c'est des belles boîtes, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui va dans les deux sens, en fait. Et c'est la seule façon que ça marche, en fait. Oui, simplement pour compléter ce qui vient d'être dit, au ministère des Armées, donc je parlerai juste du Fonds Innovation et Défense, c'est celui qui est le plus simple à expliquer. La partie innovation de défense, il y a l'agence d'innovation de défense dont c'est le cœur du métier de soutenir des projets d'innovation. Et dans cette agence, il y a une cellule avec des personnes dont c'est le métier de détecter et capter les innovations. Au quotidien, ils rencontrent
des startups pour s'assurer de la technologie dont ils développent, vérifier derrière qu'il peut y avoir un intérêt défense, s'assurer aussi du modèle économique de l'entreprise, parce que ça, je sais pas si, ça fait partie aussi de l'expertise bancaire de BPI France, mais on ne soutiendra pas des entreprises qui n'ont pas un marché primaire, en fait. Parce que sinon, même si elles vont être très contentes d'avoir un investissement par le ministère des Armées, on risque de les tuer. Alors, les tuer, pas tout de suite, hein, mais si elles sont focalisées sur le marché défense, le problème, c'est qu'elles n'ont pas une viabilité suffisante à terme, sauf si le ministère des Armées les soutient à tour de bras tout au long de leur vie, et ça, c'est pas souhaitable. Juste pour compléter, quand on interroge les fonds de capital risque, quand on leur demande d'où proviennent les dossiers, on a des réponses que je vais chiffrer un poil plus par rapport à ce que disait Pascal. Déjà, on voit qu'il y a les 2 tiers des deals qui sont syndiqués. Donc, c'est du co-investissement. Et même si c'est un monde gris, tout le monde se connaît. Donc, en fait, les petits copains de Bertrand, ils reçoivent un dossier, ils disent « Ok, c'est un deal à 3 millions. Moi, je suis prêt à mettre 1. Je vais appeler BPI, je vais appeler DF Invest, je vais appeler New Fund, etc. » Donc, en fait, les gens se parlent. Et on le voit dans pas mal de travaux, il y a beaucoup de repeat investment entre personnes qui ont déjà travaillé ensemble. Donc en fait, il y a des réseaux de coalitions. Et voilà, vous savez que sur la place, si vous voulez faire de la clean tech, donc des technologies propres, vous appelez Demeter parce qu'ils sont dans au moins la moitié des tours de table. Et donc en fait, c'est un petit monde qui se connaît très très vite. Donc ça, c'est peut-être déjà pour compléter la réponse généraliste de Pascal. Et puis sur la partie aussi défense ou stratégique, il y a des dispositifs aussi publics qui existent. Par exemple, vous avez à Bercy un dispositif qui s'appelle le CIC, qui est un bureau auprès duquel remontent toutes les alertes d'ingérence économique et technologique. Vous avez une tentative d'acquisition d'une start-up stratégique par un groupe chinois un peu suspect, très lié au ministère de la Défense chinois, ça remonte au CIC. Et un deal que Nicolas n'a pas mis sur sa slide, j'en rigolais avec Bertrand, c'est un deal dans lequel le fonds de la CIA, IQTEL, qui est le fonds d'investissement créé en 1999 par la CIA, a failli investir. C'est une boîte qui s'appelle Préligence, qui fait de l'analyse par intelligence artificielle de photos satellitaires. Aujourd'hui, quand vous avez des constellations de satellites telles qu'on les a aujourd'hui, vous avez des milliers de photos satellites que des analystes humains à l'ancienne. Moi, j'ai fait mon lycée, pas très loin d'ici, un lycée de l'armée de l'air. Donc j'ai des copains qui sont devenus analystes photos satellites et aériennes. Historiquement, c'est un métier qui se fait à la main. Maintenant, c'est fait par des logiciels d'intelligence artificielle, notamment Préligence, qui bosse uniquement pour les services de renseignement, de défense, de douane et d'armée au monde. Et la CIA a failli investir dedans. Et donc là, boum, petite alerte. Et nos amis à ma gauche ont été un petit peu alertés. Et il y a un deal concurrent qui a été monté pour éviter une intrusion américaine, où le fonds donc DGA BPI, donc qui s'appelle DF Invest, a fait le deal en co-invest donc en syndication, en co-investissement avec un fonds qui s'appelle 360 Capital Partners et avec ACE Management. Je ne sais pas la répartition entre les uns et les autres. Mais vous voyez, on a à la fois le dispositif institutionnel qui se met en branle quand il y a un risque stratégique, et puis cette logique un peu de coalition, soit sur un pur intérêt économique ou de répartition des risques, ou ici aussi de dimension souveraine qui se formalise. Donc voilà, vous avez une multitude de raisons et de vecteurs par lesquels les dossiers se communiquent entre eux. Je suis étonné que vous ne citiez pas le secteur bancaire comme prescripteur. Il n'y a même pas des... Si, il y a le secteur bancaire. En plus, on a un métier, il y a un écosystème très organisé. Il y a des banquiers d'affaires, des conseils. Enfin, c'est un métier maintenant, des experts comptables. Voilà, c'est hyper organisé, hyper structuré. Je pense que là, on visait plus des dossiers qui sont quand même un peu particuliers, très spécifiques et qui sont un peu moins emmenés par des banquiers d'affaires tels qu'on peut le voir sur notre quotidien. Mais voilà, ce métier du capital investissement, c'est extrêmement organisé ces dernières années. Compléter ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, l'État investit quand il y a besoin d'investir, parce qu'en fait, c'est aussi, ça, je fais le lien avec ce que vous dites, les investissements, ils sont nécessaires quand il y a des tours de table qui se montent. Donc, en fait, il faut détecter les entreprises, mais être en capacité d'investir au moment où il y a les tours de table. Parce que si vous êtes avant, ça n'intéresse pas forcément quelqu'un, et si vous intervenez trop tard, c'est trop tard.
Donc oui, être là au bon moment, c'est nécessaire, enfin, c'est primordial, et donc pour ça, il faut savoir quand est-ce qu'il y a les tours de table. Donc les porteurs d'affaires, il y a aussi tout le réseau des banquiers qui discutent entre eux. Après, pour certains deals, effectivement, il y a les entreprises qui sont très, très prometteuses, qui vont chercher elles-mêmes les fonds. Donc, donc là, c'est peut-être dans l'autre sens, c'est qu'elles choisissent elles-mêmes les fonds dans lesquels ils vont recevoir ils vont les financer, en fait. On a des équipes qui se baladent dans les centres de tech, qui se baladent dans les pépinières, enfin pour rencontrer les dirigeants sur la tech. Le buy-out, c'est autre chose. Voilà, et qui vont chercher. Et puis beaucoup de phénomènes de génération, parce que c'est des jeunes qui trouvent des dossiers auprès d'entrepreneurs. Voilà, les meilleurs dossiers, il faut souvent aller les chercher. C'est sûr que c'est pas ceux qui arrivent sur votre email. Et je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider pour identifier des signaux faibles et des entreprises. C'est vraiment en train d'arriver à toute allure dans le monde du VC, et vous verrez dans quelques années, ça sera vraiment un outil très important qui nous fera gagner beaucoup de temps. Mais on pourrait faire une table ronde sur ce sujet. Je pense qu'il y avait une autre question. Oui, monsieur. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, bien que les capital risqueurs ont un but d'accompagnement des entreprises, nous constatons ici qu'ils ont aussi un objectif de gain de capital, ce qui est identique à celui des entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas ici un conflit d'intérêts entre les entrepreneurs et les capital risqueurs? Si oui, quel est l'impact de ce conflit sur la vie de l'entreprise qui a été créée, s'il vous plaît? Non, je pense qu'effectivement, on ne l'a pas dit, les objectifs de rentabilité sont ambitieux. Je vais vous donner un chiffre, qui est la moyenne de rentabilité nette des capitaux investis qu'on sort au titre de France Invest, voilà, qui vient de toutes nos équipes, c'est 14,5%, je suis précis sur le chiffre, net de rendement annuel sur les capitaux qu'on investit. Alors ça peut paraître colossal, mais il y a une prise de risque en face, et puis il y a du temps, enfin, tout ce qu'on a expliqué pendant 7h30. Non, au contraire, je pense qu'il y a un parfait alignement d'aller chercher une performance ensemble, et pour essayer de renforcer d'ailleurs cet alignement d'intérêt, il y a, sans entrer dans les détails, mais on essaye nous de partager les plus-values que nous réalisons, parce que notre métier c'est de faire de la plus-value, très clairement, et il y a des parties de rétrocession qui sont données aux équipes de management pour qu'elles avancent dans le même sens que nous. On travaille aussi sur la volonté d'ouvrir le capital aux salariés de l'entreprise. C'est un vrai enjeu de notre société aujourd'hui, pour qu'il y ait un partage de valeur avec les dirigeants et aussi avec les salariés. Donc je pense que tout ça va dans un objectif commun, de gagner de l'argent tous ensemble. Après, ce qu'il ne faut pas, il faut être vigilant là-dessus, et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, il ne faut pas qu'on ait des visions trop court-termistes qui pourraient aller contre l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est des points d'attention. Et il y a parfois des fonds LBO, dans d'autres pays d'ailleurs, mais aussi en France, qui peuvent avoir des visions un peu court-termistes, parce qu'on sait que la finance peut être court-termiste. Donc ça, il faut être vigilant, et je pense que vous avez tout à fait raison. Mais sinon, on avance vraiment dans un même sens, et les financiers gagneront de l'argent si les dirigeants gagnent de l'argent, si les salariés peuvent devenir actionnaires. Et il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Je dirais, c'est le propre de ce métier, et c'est le propre du capitalisme et du financement des entreprises. Juste pour compléter, c'est vrai que dans la mesure où il y a du contrôle qui est partagé sur les décisions, il peut y avoir du conflit. Et il y a aussi des entrepreneurs qui n'ont pas envie de laisser trop de contrôle au VC pour cette raison. Il y a cette dimension de rendement qui est partagée, mais le contrôle, il est beaucoup plus difficile à partager. Donc c'est vrai que sur certaines décisions critiques, il peut y avoir un veto du fonds qui ne va pas plaire à l'entrepreneur. Ça peut arriver. C'est la contrepartie du fait de faire rentrer une expertise, et que ce ne soit pas juste un investisseur financier. On veut faire venir l'expertise du capital risqueur au risque qu'on ne soit pas tout à fait d'accord sur certaines décisions à prendre. Donc ça peut arriver, surtout dans les situations où de fait le fonds a une part des voix, une part du board qui est importante. Je pense que là, on a dépassé un peu le temps, donc du coup, on va conclure cette table ronde. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette table ronde, et je remercie également mes collègues pour leur précieuse intervention. Donc, merci à tous.